Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Duré, le chef économiste de Goldman Sachs. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Bon, ça vous inquiète ou pas ce ralentissement de l'activité un peu partout dans le monde? Peut-être un petit peu moins aux États-unis encore que. Alors, notamment, oui. Quelles sont les zones qui ralentissent le plus et on s'inquiète ou pas plus que ça? Alors, c'est plutôt les États-Unis, puisque la politique monétaire est plus précoce en termes d'ajustement. Bah, c'est eux qui ont quand même la croissance la plus rapide. Et qui est la croissance la plus rapide. Moi, je m'inquiéterais pour eux en dernier, honnêtement. Non, c'est-à-dire que pour le moment, la Banque centrale a l'air de tenir la route et de stabiliser le système. En fait, le gros risque que l'on a en termes de croissance, c'est plutôt l'Europe, puisque l'Europe est fortement exposée à la guerre en Ukraine. Et donc, on pourrait avoir une combinaison assez compliquée en termes de croissance-inflation. En zone euro. En zone euro, oui. Sachant un petit mot des États-Unis, Alain, pour l'instant, il n'y a pas de gros signes d'essoufflement aux États-Unis. Joe Biden a même dit cette nuit que la récession pouvait être évitée aux États-Unis. Oui, nous on le pense en tout cas. Dans nos prévisions, on a relevé quand même la probabilité d'avoir une récession à l'année prochaine à 38%, ce qui n'est pas négligeable. Néanmoins, on voit qu'on a une décélération assez douce au niveau de la consommation. Il y a quand même un point à regarder de près, c'est le secteur immobilier, où là on voit que ça freine beaucoup. Ça freine de plus en plus. Les taux mortgage de refinancement, de financement hypothécaire ont dépassé les 5%. C'est ça, voilà, et donc quand vous avez des prêts à taux fixe, à taux flottant, pardon, ça peut créer problème. Donc, récession, 38% de probabilité sur 2023 aux États-Unis. Donc le vrai sujet, il est en Europe. Il est en Europe. Et donc on y va tout droit. On y va tout droit parce qu'on en parle très peu d'ailleurs dans le cadre de ces élections législatives qui vont s'ouvrir d'ici peu. On ne parle pas du tout C'est comme si ce gros coup de frein sur l'activité en France était totalement mis sous le boisseau, quoi. Alors, ce qui est intéressant, si je puis dire, c'est que le gros coup de frein qu'on a eu au premier trimestre de cette année, croissance zéro en France. Croissance zéro, mais ça vient d'un recul très fort de 1,3% de trimestre à trimestre de la consommation des ménages. Ouais. Et ça c'est un point fortement important qui est très probablement lié à la perte de pouvoir d'achat. Pourtant, l'inflation est parmi toutes les inflations qui s'emballent en France, on est le pays en Europe où ça s'emballe le moins. Bah oui, parce que par rapport à l'Allemagne ou l'Italie, on a des solutions justement, on a mis des blocages tarifaires du prix du gaz et de l'électricité. Et pour autant, l'inflation, la consommation s'est retournée sur le premier trimestre. Oui, la consommation des ménages, ils sont, si vous regardez dans le détail l'enquête de la confiance des ménages, ils sont extrêmement inquiets pour l'avenir et ils parlent plus d'épargne que de consommation. Donc on a vraiment un écart important entre leur évaluation de la situation actuelle et leurs anticipations à 12 mois. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Comment on se rassure en cette période, encore une fois, de forte inflation, de croissance qui ralentit, de freinage de l'activité? À quoi on peut se raccrocher et qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant dans les grands agrégats économiques aujourd'hui, en Europe et en France en particulier? Écoutez, ce à quoi on devrait se raccrocher, c'est la Banque centrale. Ah, toujours. Écoutez, pas au niveau de l'action, mais au niveau il faut un message rassurant de la part des banquiers centraux qu'on n'a pas actuellement. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est qu'aujourd'hui, on a une inflation qui est assez élevée. Rappelez-vous, en décembre de l'année dernière, on avait les personnes de la BCE, quelles qu'elles soient, qui nous disaient pas de hausse, Madame Lagarde en premier, pas de hausse de taux en 2022. Et aujourd'hui, on parle elle nous a dit aujourd'hui, la BCE devra sortir des taux négatifs d'ici fin septembre, déclaration du jour de Christine Lagarde. Voilà, et laissant aussi entrevoir une possibilité de hausse de 50 points de base. C'est bien, elle veut lutter contre l'inflation, non? Ça vous va pas, ça? Oui, d'accord, mais je veux dire, quand vous avez des investisseurs qui sont inquiets, avoir des banquiers centraux qui paraissent incertains par rapport à la direction de leur politique n'est pas quelque chose de très rassurant et ça crée de la volatilité. Moi, ce qui m'inquiète, pour répondre à votre question, c'est qu'on a des inquiétudes assez fortes sur la croissance économique, mais on pourrait avoir une combinaison de ralentissement économique avec dérapage des salaires et donc une inflation hors contrôle. Et donc, ça nous mène où alors? Ça nous mène où sur, la France, l'Europe, ça nous mène quoi? Croissance zéro, stagflation, le mot horrible qu'il ne faut pas prononcer, mais
5-7% d'inflation, 0% de croissance, à supposer que ça dure, personne ne le sait, mais c'est quand même le pire des cocktails économiques, non? Oui, si on y arrive. Alors maintenant, on a un peu par la force des choses, on a revu un peu notre prévision sur l'action de la Banque Centrale Européenne. Donc elle vous inquiète la BCE, de par ces changements de pied? Absolument, parce que normalement, je veux dire, moi ce que je trouve assez paradoxal, c'est un peu la sorte de schizophrénie qu'on a parmi les banquiers centraux, hein, quels qu'ils soient, que ce soit en Amérique ou en Europe. Ils ont tout fait depuis plus de 10 ans pour avoir de l'inflation. Aujourd'hui, on a de l'inflation, on a l'impression qu'ils paniquent. Oui, mais il faut un mandat pour en avoir 2 ou 3, pas pour en avoir 7 ou 8% d'inflation. Non, mais alors c'est là où le point est intéressant, David. C'est que aujourd'hui, contrairement aux États-Unis, une grande partie de l'excès d'inflation par rapport à la cible de la Banque Centrale Européenne est cyclique. Ouais. Cyclique pourquoi? C'est les problèmes d'approvisionnement en grande partie liés à la politique zéro, au reconfinement chinois lié à la politique zéro Covid. Et les salaires. Et les salaires. Deuxièmement, c'est les prix alimentaires, l'envolée des prix alimentaires dû aux mauvaises conditions climatiques. Depuis décembre de l'année dernière, on est passé de fortes pluies à une forte sécheresse, accentuée par la guerre en Ukraine, parce qu'il faut savoir que quand même, l'Ukraine fournit 20% de la consommation finale de blé en France. Ouais. Et ils ne sont pas en train de semer. Donc on aura encore de l'inflation alimentaire l'année prochaine. Et le troisième élément, c'est le problème énergétique, où au départ, l'essentiel du problème, c'était un déficit structurel entre demande et offre sur le marché du pétrole et du gaz, accentué maintenant par la baisse des importations russes liées à la guerre. Donc, il suffirait qu'aujourd'hui, ces 3 catégories de prix se stabilisent au niveau d'aujourd'hui pour qu'on ait une désinflation mécanique au seconde moitié de cette année, puisque les prix seraient en moyenne moins élevés que dans la seconde moitié. Donc, c'est une façon de se rassurer, d'imaginer ce scénario-là? Non, alors, non. Ça, c'est un fait. D'abord, c'est le fait que je voudrais établir. Maintenant, qu'est-ce qui est inquiétant? Ce qui est inquiétant, c'est que d'abord, on pourrait avoir des revendications salariales qui arrivent à un moment qui n'est plus en phase avec le cycle économique. On parle en Europe ou aux États-Unis? En Europe. C'est en Europe que le souci est le plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est normal qu'il y ait des revendications salariales, puisque aujourd'hui, les salaires ne suivent pas du tout l'inflation. Tout à fait. De manière spontanée. C'est tout à fait légitime. Ceci étant dit, il faut voir quel type de rattrapage lié à la perte de pouvoir d'achat et sur quelle période. Si par exemple aujourd'hui on rattrape la perte de pouvoir d'achat en termes d'inflation dans les salaires depuis l'année dernière et qu'on le projette sur 3 ans, alors qu'on sait qu'on rentre en ralentissement économique, là on a un souci. Deuxième élément, c'est la position, c'est l'euro. L'euro qui se déprécie en moyenne de 10% par rapport aux monnaies de ce principal. Ça n'aide pas à résorber l'inflation. Ça augmente l'inflation à horizon de 2 ans de 1 point. Donc, manquait plus que ça. Voilà. Et donc, le gros problème le gros stress qu'il y a dans les marchés, qui explique d'ailleurs la volatilité qui devrait perdurer encore 2-3 mois, c'est quoi? C'est que en fait, le marché se dit, si il y a dérapage salarial, il y aura des ancrages, des anticipations d'inflation, et la Banque centrale ne pourra pas contrôler l'inflation à terme. En même temps, c'est ce qu'elle dit un petit peu. On a eu Jeff Powell qui s'est d'ailleurs largement contredit, on parle de schizophrénie, mais c'est largement contredit sur 10 jours. Maintenant, il dit qu'il est prêt à monter les taux aussi haut que nécessaire pour enrayer l'inflation. Donc, même si ça implique de freiner la croissance, il est prêt à manger un peu de croissance en moins pour lutter contre l'inflation. Il faut le prendre au mot ou pas là-dessus quand il dit ça? Ou alors il lit dans le discours pour asseoir ou retrouver un peu de crédibilité. C'est là où on en arrive à une comparaison différente, une analyse ou un constat, un diagnostic différent entre les États-Unis et Europe. Aux États-Unis, la demande reste forte. Ils ont un déficit structurel sur le marché du travail où aujourd'hui, depuis 1950, pour la première fois depuis 1950, on a 3% d'offres d'emploi supérieures par rapport à la main-d'œuvre disponible. Donc il y a effectivement un gros risque de dérapage inflationniste et un risque que la Banque centrale soit, comme disent mes collègues anglophones, behind the curve. Ouais, parce qu'elle est en retard. Mais toutes les banques centrales, enfin, notamment en Europe, et encore plus en Europe qu'aux États-Unis, sont en retard. En Europe, on voit quand même que la dynamique de demande est quand même nettement moins prononcée. Et même si on a des pénuries de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs et dans des pays comme l'Allemagne de manière globale,
on reste quand même avec des poches de main-d'œuvre potentielles parmi les chômeurs de longue durée. Donc, moi, si vous voulez, notre scénario, c'est que la Banque centrale, la BCE en zone euro, elle va normaliser, comme annoncé, sa politique monétaire. Ce qui nous Annoncé et pas plus. Je crois que c'est Patrick Artus qui était là, chef économiste de Natixis, qui était la semaine dernière, qui me disait que les taux pourraient monter beaucoup plus que ce que les marchés attendent. D'ailleurs, zone euro, on voit Christine Lagarde, ou même aux États-Unis. Hein. Alors, nous... C'est possible, mais c'est-à-dire que, là encore, c'est parce que l'origine de l'inflation est différente par rapport aux États-Unis. Donc les marchés restent un peu perturbés par ces annonces de la BCE qui vont un peu dans tous les sens. Nous, notre point de vue, c'est que les programmes d'achat s'arrêteront en juin prochain, et ça, tout le monde l'attend. Et puis, on aurait des hausses de 25 points de base à partir de juillet, tous les mois, jusqu'en juin 2023, avec une possibilité d'une hausse de 50 points de base en septembre déjà de cette année et en juin de l'année prochaine. Qui fait le meilleur job entre la BCE et la Fed ? Même si les situations ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Hein. Encore une fois, situation économique en termes de... Il y a plus de croissance aux États-Unis, il y a plus d'inflation, encore qu'ils ont un point d'inflation de plus que nous, et plus de croissance que nous, largement. Oui. Je préfère, quelque part... Je ne sais pas dans quelle situation je préfère être. C'est une bonne question. En tout cas, en valorisation d'actifs, jusqu'à maintenant, il valait mieux être du côté aux États-Unis qu'exposé en Europe. Ça va s'inverser. Mais si vous voulez, pour répondre à votre question, il faudrait qu'ils aient tous les deux le même objectif pour faire une vraie analyse comparative. Ils ont 2% d'inflation en cible. Ah, c'est là où je me mets en désaccord. C'est que officiellement, oui. La Fed, officiellement, a un objectif d'inflation et d'emploi. C'est pas vraiment son objectif. C'est son objectif en façade, officiellement. Mais je pense que toutes les banques centrales, depuis la crise de 2009, ont implicitement pris un objectif de stabilité financière. Et aujourd'hui, quand on parle le véritable objectif des banques centrales, c'est plus l'inflation, c'est... Ça l'est, mais avec une pondération relative sur la stabilité financière, moins importante par rapport à la stabilité des prix. Je veux dire pourquoi la BCE a tant attendu, c'est qu'ils ne se mettaient pas d'accord sur un instrument de sécurité pour contrôler les spreads souverains en zone euro, si nécessaire, s'il y a un dérapage. Ça montre bien que, voilà, on ne parle pas plus uniquement des mécanismes de transmission de la politique monétaire. Un petit mot quand même encore de Jérôme Powell, parce que c'est la Fed qui est la plus agressive en matière de resserrement monétaire. Finalement, il semble ne pas écarter cette possibilité de 75 points de base dose de taux, ce qui nous renverrait à 1994, avec les souvenirs que chacun peut en avoir, à savoir, ça s'était très très mal passé sur les marchés obligataires. Si l'inflation ne baisse pas aux États-Unis, c'est ce qu'il avait laissé entendre. Est-ce que vous croyez à ce scénario ? Alors, il y a 94, mais il y a aussi la période de Paul Volcker. Oui, qui est arrivé vraiment comme mandat de combattre l'inflation. Je choisis l'époque la plus contemporaine possible. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Il n'osera pas y aller. Oui. Si l'inflation ne baisse pas. Voilà, parce que c'est quand même le mandat, l'objectif premier de la Banque centrale. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu prématuré d'envisager 75 points de base de hausse, alors qu'on n'a pas encore les effets des hausses précédentes qui se sont matérialisées dans la dynamique économique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ces effets d'annonce sont nécessaires pour stabiliser, essayer de contrôler les anticipations d'inflation. Vous savez, tous les épisodes historiques de période d'accélération, de dérapage inflationniste ont été générés d'abord par un dérapage des anticipations d'inflation. Il faut expliquer, c'est quand ce sont les agents économiques, les ménages, les entreprises, qui disent, voilà, on a le sentiment où sera l'inflation dans 2 ans, 3 ans. C'est ça, en fait. C'est ça. Et également pour les investisseurs. Quand une banque centrale qui augmente, comme maintenant, on a une courbe de taux d'intérêt qui est ascendante. C'est-à-dire les taux longs sont plus bas que les taux longs. Le but de la banque centrale aujourd'hui, lorsqu'elle augmente ces taux directeurs, elle augmente forcément un taux à court terme, donc la partie courte de la courbe augmente. Et l'idée, c'est d'essayer quand même, bon an, mal an, de stabiliser la partie longue de la courbe des taux d'intérêt. Mais si les marchés considèrent que la Banque centrale est en retard par rapport à ce qu'il fallait faire pour maîtriser l'inflation, elle augmente la partie courte
Et la partie longue, en fait, par anticipation des investisseurs, dérape et part vers la hausse. Et s'ils considèrent qu'elle est trop agressive, la partie longue baisse. Et on a une inversion de courbe qui crée une récession. Donc voilà tout l'enjeu aujourd'hui. Tout l'enjeu, et c'est aussi, on finit là-dessus, Alain Duré, c'est cette inflation qu'on attendait depuis des années et qui est là, mais qui est quand même à des niveaux beaucoup trop importants. Comment on sait, ou on ne sait pas, à quel moment on se rapproche du pic de l'inflation et si on va y rester ou pas? Est-ce que 7-8%, en gros, en Europe, aux États-Unis, c'est le pic, on reste sur ce plateau haut? Ou est-ce que mécaniquement, ça dépend de la guerre, ça dépend de plein de paramètres, mais vous, vos conjectures là-dessus, c'est quoi? Alors, bon, encore une fois, on se base sur nos modèles qui ont des mémoires plus ou moins longues entre les différentes variables. Nous, notre point de vue, c'est qu'on est proche du pic aux États-Unis et en revanche... Et on va y rester? Non, on devrait commencer à voir les premiers effets du resserrement monétaire. En Europe et aux États-Unis, l'inflation dans un an, on est où? Je sais que c'est très difficile, hein, mais on est à peu près où? Alors, pour nous, le pic en Europe sera à 9% en juillet. Ouais. Et puis, on redescendrait vers 3-4% en Europe à 12 mois pour arriver vers... Alors, en l'absence d'intensification du choc négatif de la guerre. Évidemment. Donc voilà, un scénario de base. Et on retournerait d'ailleurs, et c'est ça tout le paradoxe de cette accélération dans les messages de la BCE, c'est que par cette désinflation mécanique, si les prix à venir, on reconvergerait vers les 2% déjà à partir de la fin de l'année prochaine. Ouais. Et pareil aux États-Unis 3-4% dans un an, l'inflation en Europe? Alors, aux États-Unis, l'inflation serait un peu plus élevée. 4-5 Non, elle serait plus élevée qu'en Europe, donc on serait aux alentours de 3-4, oui. On a dit 3-4 en Europe déjà. Oui, mais je veux dire, la partie serait très différente. C'est-à-dire qu'on a une accélération qui a été beaucoup plus forte aux États-Unis, et donc en termes de niveau des prix, on mettrait plus de temps à revenir au niveau de 2022. Bon, on en reparlera tranquillement, vous passerez nous voir. Merci en tout cas à votre plaisir. invité donc dans la grande interview en direct sur Boursorama, Alain Duré, le chef économiste de Goldman Sachs. Merci. Merci David.